d'informations sur la projection de l'Italie et des pays européens dans l'Indo-Pacifique, l'audition par visioconférence de Mme Céline Pajon, chercheure à l'Institut français des relations internationales, IFRI. Au nom des membres du comité et en mon nom personnel, je souhaite remercier Mme Pajon pour la disponibilité dont elle fait preuve de participer à nos travaux. Merci infiniment également. Merci de votre patience parce que notre audition a été déplacée. Il y a eu des changements d'horaire, des changements de jour. Donc merci infiniment et ce ne sont pas des remerciements formels. Je vous rappelle simplement que l'IFRI est le principal think tank français sur les questions internationales, créé en 1979 sur le modèle des think tanks anglo-saxons qui organisent ses activités de recherche autour de thématiques régionales et transversales. D'un point de vue régional, nous pouvons distinguer les domaines suivants. Europe, relations franco-allemandes, Russie, Eurasie, Asie, Amérique du Nord, Afrique subsaharienne, Turquie et Moyen-Orient. D'un point de vue transversal, nous pouvons dire que les priorités thématiques s'inscrivent dans les domaines suivants, à savoir sécurité et affaires stratégiques, énergie et climat, géopolitique et des technologies et politique spatiale. Voilà, après avoir fourni ces brèves informations de base, je passerai immédiatement la parole à Madame Pajon pour qu'elle puisse prononcer son discours, sa présentation. Merci infiniment. Bonjour, bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un honneur pour moi d'avoir été sollicité pour contribuer à vos travaux. Donc je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui, peut-être un peu rapidement, mais voilà, les grands éléments de la stratégie Indo-Pacifique de la France. Et j'essaierai d'être brève et d'articuler mon propos en 3 points. D'abord, j'essaierai de souligner les enjeux pour la France dans l'Indo-Pacifique. Ensuite, d'expliciter les objectifs et les moyens à disposition de la France dans la région. Et puis, j'aborderai à la fin les atouts et les limites de cette approche de la France. Donc, comme vous le savez, la France est le premier pays européen à avoir adopté une stratégie Indo-Pacifique et ça s'est réalisé, ça a été porté par le plus haut niveau politique puisque c'est le président de la République, Monsieur Macron, lors de son discours sur une base australienne à Garden Bay en 2018 qui a commencé à évoquer cette stratégie Indo-Pacifique. L'année suivante, en 2019, le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères ont publié chacun une stratégie et depuis, il y a une stratégie interministérielle qui a été et une actualisation qui ont été également publiées. Alors les enjeux pour la France, simplement pour rappeler que la France a une définition géographique très large en fait de l'Indo-Pacifique. Pour elle, l'Indo-Pacifique c'est une région qui englobe les pays, en tout cas de l'est, de la côte est de l'Afrique, l'océan Indien bien entendu et l'intégralité de l'océan Pacifique. Et ça reflète en fait les intérêts français et notamment les intérêts souverains puisque la France a des territoires dans les deux zones. Et simplement pour rappeler que c'est une différence notable, bien sûr, avec l'approche américaine qui, elle, voit l'Indo-Pacifique jusqu'aux côtes occidentales de l'Inde et n'inclut pas l'ouest de l'océan Indien. Alors l'Indo-Pacifique, bien entendu, c'est devenu un nouveau centre de gravité pour l'économie et la gouvernance mondiale. C'est un des moteurs économiques du monde aujourd'hui, avec qui représente 40% du PIB. Pour la France, ça représente entre 15 et 20% de ses échanges commerciaux. Et puis, bien entendu, il y a des routes maritimes absolument essentielles, notamment pour l'énergie et le commerce de l'Union européenne qui passe par cette région. Cette région est aussi au cœur de la rivalité sino-américaine et, si je peux élargir, de la recomposition aujourd'hui de l'ordre international avec le Sud global notamment qui émerge. Alors dans cette zone clé, la France dispose d'intérêts de souveraineté et d'intérêts de puissance. D'abord, les intérêts de souveraineté sont représentés, bien entendu, par les territoires et la population française qui sont présentes dans les deux océans. Donc, ça va de la Réunion, de l'île de la Réunion, Mayotte, les îles Éparses, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Clipperton.
Il y a 90% de la ZEE, la zone économique exclusive française qui se trouve dans l'Indo-Pacifique. C'est 9 millions de kilomètres carrés, donc c'est extrêmement vaste. Et 1,6 million de Français qui vivent dans nos territoires et 200 000 expatriés dans la zone. Nous avons des forces de souveraineté et de présence dans l'Indo-Pacifique. C'est autour de 700 militaires qui sont basés de manière permanente, qui sont répartis en 3 armées régionales, dont les commandements sont à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. Nous avons des bases également aux Émirats arabes unis et à Djibouti. Alors ensuite, les intérêts, à côté des intérêts de souveraineté, nous avons des intérêts de puissance dans la région. La France étant membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle participe activement à la stabilité stratégique dans les zones de tension. Elle participe à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et notamment les opérations d'imposition des sanctions, de respect des sanctions onusiennes vis-à-vis de la Corée du Nord. Et elle est très attachée au respect des traités internationaux dans la zone et notamment de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer. Donc cette région est absolument cruciale avec des intérêts importants pour la France, mais dans cette région, on assiste à une dégradation du contexte sécuritaire. Dégradation qui est due avec plusieurs facteurs. D'abord au retour de la compétition géostratégique et aux tensions interétatiques, notamment avec la multiplication des différents territoriaux et des ambitions, on va dire, l'agressivité de certains États. Par la remise en cause également du droit international et de la gouvernance. Donc, je pense notamment à l'expansion maritime de la Chine et la militarisation d'îlots disputés en mer de Chine méridionale. Mais il y a également des problématiques de sécurité non traditionnelles qui sont des multiplicateurs de risques dans la zone et qui sont aujourd'hui, à bien des égards, la priorité numéro 1 pour de nombreux acteurs de la zone. Donc, c'est la dégradation globalement de l'environnement, la pression sur les ressources naturelles, notamment les ressources halieutiques, le réchauffement climatique et ses effets, mais aussi toute forme de trafic qu'on peut observer, notamment en mer. Enfin, j'évoquerai l'instabilité liée à les besoins encore extrêmement importants en matière d'infrastructures, de connectivité dans la zone, de lutte contre la pauvreté, etc. Voilà. Donc pour les enjeux pour la France. Donc je passerai ensuite aux objectifs et aux moyens. Donc la stratégie Indo-Pacifique de la France vise d'abord prioritairement à protéger ses intérêts souverains, donc ses territoires, sa population, et notamment donc cette très très grande zone territoire maritime, cette zone économique exclusive qui est dans l'Indo-Pacifique. Ensuite, à réduire les risques d'instabilité, donc contribuer au développement de la région et promouvoir les normes et les principes libéraux dans la zone, mais aussi à peser sur l'équilibre stratégique de la région en s'appuyant notamment sur les notions d'autonomie stratégique ou de puissance d'équilibre pour essayer d'atténuer la rivalité sino-américaine et sortir de la rivalité sino-américaine qui est vu aussi comme un facteur d'instabilité important pour la France. Et donc la France promeut une approche inclusive, donc de pouvoir parler, dialoguer avec tous les partenaires de la région et avec une politique de promotion du multilatéralisme qu'elle perçoit comme un facteur de stabilité, de stabilisation des relations dans la zone. Avec bien sûr une priorité portée sur la promotion de l'ordre basée sur des règles, les règles de droit international. Donc c'est une stratégie singulière dès le départ, notamment les officiels français ont mis en exergue la différence entre l'approche française et notamment l'approche américaine
sous l'administration Trump en particulier, mais aussi sous l'administration Biden, qui est une approche davantage militarisée et centrée sur la Chine et le contrepoids éventuellement, l'endiguement face à la Chine. Alors, de quels moyens la France dispose pour agir dans la zone? Donc, nous avons une stratégie de défense et une stratégie interministérielle. Comme j'ai évoqué, la dimension militaire est assez structurante en fait pour l'approche française, étant donné les intérêts souverains et les forces de présence et de souveraineté dans la zone. C'est le seul pays européen à avoir à la fois ses moyens et ses intérêts. Mais cette dimension militaire n'est pas la seule. Donc, il y a 3 autres piliers dans la stratégie indo-pacifique française. Celui qui a trait aux échanges commerciaux, à la sécurité économique, la promotion des normes internationales en matière commerciale et connectivité. L'aide au développement est une dimension aussi importante qui est promue par l'Agence française de développement. Un autre pilier, le multilatéralisme, défense du multilatéralisme et de l'état de droit. Et un troisième pilier très important aussi qui fait une des originalités de l'approche française, c'est la problématique du changement climatique, biodiversité, gestion durable des océans. Et la France s'est positionnée assez fortement sur cette question depuis notamment le pacte de Paris pour la lutte contre le changement climatique. Alors, quels sont les atouts et les limites du positionnement français dans l'Indo-Pacifique? La France a de nombreux atouts pour agir dans la zone, à commencer par ses territoires insulaires et maritimes, ses forces prépositionnées qui jouent un rôle absolument important dans la promotion de la coopération régionale ou sous-régionale, on va dire, dans l'océan Indien, dans le Pacifique insulaire, en matière de surveillance maritime notamment, en matière de HDR, c'est-à-dire d'intervention post-catastrophe naturelle. Un autre atout de la France sont ses déploiements militaires réguliers et polyvalents sur la zone. Donc la France dispose des moyens pour projeter de la force jusqu'au Pacifique insulaire, que ce soit par les moyens maritimes avec la mission Jeanne d'Arc qui se rend très régulièrement sur la zone avec une capacité amphibie, mais aussi le porte-avions Charles de Gaulle qui s'est rendu à Singapour en 2019 et qui va se rendre à nouveau dans la zone en mer de Chine méridionale en 2025. Il y a eu un déploiement d'un sous-marin nucléaire d'attaque, l'Emeraude, en 2021, qui a été particulièrement noté. Et puis, l'armée de l'air déploie également des Rafales via la mission Pégase depuis plusieurs années. Donc, cette année encore jusqu'en Australie, le déploiement de 10 Rafales. Un autre des atouts de la France, je crois, ce sont ses nombreux partenaires dans la région, à commencer par l'Inde, le Japon, les États-Unis, l'Australie, les pays d'Asie du Sud-Est. Ce sont des partenariats qui sont fondés sur le partage de valeurs, d'intérêts communs. Mais aussi souvent, on voit qui sont structurés autour de grands contrats d'armement. Bien sûr, je pense au Rafale avec l'Inde, et puis le contrat avec l'Australie concernant les sous-marins qui a été abandonné brutalement suite à l'annonce du partenariat AUKUS en septembre 2021. Donc cette annonce a créé une crise de confiance avec les partenaires, notamment avec l'Australie, et pour lequel la relation est toujours en reconstruction. Mais les relations se sont normalisées avec les États-Unis, notamment dans la région. Ce qu'on a vu à la suite d'AUKUS, enfin l'effort était déjà là avant, mais à la suite il y a eu un effort davantage fait vers la diversification des partenariats vers l'Asie du Sud-Est notamment, avec des contrats qui ont été signés récemment avec l'Indonésie pour des Rafales et des sous-marins. Et vers également un effort de rapprochement avec les États insulaires, que ce soit dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique, où en fait l'approche diplomatique française d'autonomie stratégique
est particulièrement apprécié en fait par ces États qui ne souhaitent pas choisir un camp entre les États-Unis et la Chine. J'aimerais ajouter que la France a également été un moteur pour l'adoption d'une stratégie indo-pacifique de l'Union européenne en septembre 2021 et qu'elle en a fait une des priorités de la présidence du Conseil européen avec la mise en place d'un forum indo-pacifique en février 2022 qui s'est pérennisé depuis. Alors, au-delà de ces atouts, il y a un certain nombre de défis et de limites à cette approche française. D'abord, j'évoquerai la posture diplomatique de puissance d'équilibre, qui est parfois mal comprise, qui est parfois comprise comme une équidistance en fait entre la Chine et les États-Unis, et ce n'est effectivement pas ça. Donc, ça peut créer parfois des confusions chez nos partenaires. Un autre des défis et limites, ce sont les moyens pour intervenir sur la zone, qui sont quand même assez importants si on compare au reste des pays européens, mais qui apparaissent insuffisants au vu des missions et surtout des distances, des élongations sur la zone, et surtout qui ne paraissent pas toujours en phase avec les ambitions affichées, qui sont parfois assez importantes par la France. Nos forces prépositionnées dans nos territoires sont déjà quasi saturées par des missions de souveraineté et de coopération régionale, simplement pour la surveillance en fait de la zone économique exclusive. On considère que le nombre des patrouilleurs aujourd'hui est équivalent à celui de, comme si on avait en fait 2 voitures de police pour sillonner l'Hexagone en fait. Donc c'est très peu de capacité pour surveiller une zone si importante. Alors, nous avons une loi de programmation militaire pour 2024-2030 qui a été adoptée et qui va toutefois permettre la modernisation et la montée en puissance de ces capacités. Toutefois, voilà, ça reste quand même des moyens modestes. Donc, ce que la France essaye de faire, en fait, de compenser en développant l'interopérabilité et la coopération avec ses partenaires de la région le plus possible et de renforcer les capacités propres de ses partenaires dans la région. Un autre des défis et des limites, ce sont les tensions liées au passé colonial de la France dans la région, notamment avec la montée des indépendantistes dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Aujourd'hui, bien entendu, la situation en Nouvelle-Calédonie est très complexe et tendue parce qu'on est en période de négociation sur le devenir institutionnel de l'île. Donc ça crée, ça implique une attention politique particulière sur ces questions de politique intérieure, en fait. Mais je pense que ça remet pas en cause, dans tous les cas, la présence militaire française et la présence diplomatique française dans la région. Enfin, je terminerai sur notre limite, la question de la capacité d'entraînement de la France ou même d'autres, de ses partenaires européens dans la région, puisque on a vu ces dernières années différents partenaires se positionner, d'adopter leur propre stratégie indo-pacifique et déployer notamment des moyens navals dans la région, y compris l'Italie, avec parfois des difficultés pour coordonner ces différents déploiements et coordonner ces différentes activités. Donc, on voit qu'il y a clairement une convergence d'intérêts et des forts intérêts pour la coopération, mais il y a toujours des éléments de compétition ou des approches un petit peu compétitives à cause des intérêts hétérogènes et des intérêts nationaux de chaque pays dans la région. Or, la France cherche également à travailler avec l'Union européenne et avec ses partenaires européens pour faire un effet de levier justement et maximiser la présence dans la région.
Alors, pour conclure mon exposé, je dirais que l'implication de la France et l'intérêt de la France pour l'Indo-Pacifique va se poursuivre. Les conditions fondamentales ne changent pas, même s'il y a la guerre en Ukraine, même s'il y a une crise au Moyen-Orient, les intérêts souverains restent, l'interdépendance économique et sécuritaire reste toujours présent. La rivalité sino-américaine reste extrêmement structurante. Ce qu'on peut éventuellement voir, c'est un recalibrage de l'approche française sur des zones géographiques prioritaires qui pourraient être plus faciles à investir, par exemple comme l'ouest de l'océan Indien, qui est une zone plus proche, sur laquelle il est plus facile de mobiliser et de travailler avec les partenaires européens et qui a l'avantage d'être une zone d'action complémentaire de celle des États-Unis. Et on voit avec les problématiques en mer Rouge que cette zone prend de plus en plus d'importance. Et enfin, je pense qu'on va essayer de se recentrer sur des modes de coopération sur lesquels nous avons une valeur ajoutée la plus importante, donc les problématiques de sécurité maritime notamment qui restent prioritaires et de sécurité environnementale. Et ça a été, je crois, souligné par le déplacement récent du président de la République dans des États du Pacifique insulaire et de l'océan Indien comme le Sri Lanka. Voilà, je terminerai sur cette note. J'espère que je n'ai pas été trop longue et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Grazie mille per il contributo. Merci infiniment, Madame, pour votre clarté, surtout. Merci de nous avoir expliqué très clairement quels sont les intérêts de la France et quels sont les intérêts qui pourront être des intérêts communs européens, qui pour l'instant ne le sont pas. Et merci également d'avoir décrit ce que vous avez défini comme étant la rivalité sino-américaine. Malheureusement, je suis convaincue qu'il ne s'agit pas seulement d'une rivalité sino-américaine. Vous l'avez dit, nous devons défendre la liberté de navigation, la sécurité maritime. Il nous incombe de défendre les règles du commerce international, le système multilatéral. Mais j'ai une question que j'avais d'ailleurs déjà posée à l'une de vos collègues d'un think tank français. Voilà ma question. Comment quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour que l'on puisse vraiment harmoniser tout d'abord les intérêts nationaux, italiens et français dans la région, et puis au niveau européen également? Et comment peut-on faire pour faire en sorte que les deux berges de l'Atlantique soient unies et visent à une même stratégie globale, une stratégie qui est vraiment nécessaire si nous considérons notamment les défis que nous pose la Chine. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Au mieux, d'un côté, j'apprécie, mais j'ai du mal à comprendre l'approche française qui est différente par rapport à l'approche américaine lorsqu'on dit que les partenariats de la coopération sont essentiels et pour essayer vraiment de dialoguer avec la Chine jusqu'à l'extrême. Mais la Chine frappe la souveraineté française. La Chine influence la ZEE, influence la zone de l'Indo-Pacifique et elle s'insinue en Nouvelle-Calédonie pour pousser la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance. Enfin, c'est une ingérence. Alors, je vous demande quelques mots de plus sur ceci. Mais avant de vous passer la parole, je passe la parole à la collègue Quartapelle qui a une question. Oui, j'ai une question très simple. Vous avez parlé d'aide au développement comme outil pour la politique française, donc la stratégie française vers l'Indo-Pacifique. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres quant à l'aide au développement? De quoi il s'agit exactement? De chiffres en termes absolus et en termes relatifs. Merci infiniment. Merci. Je ne sais pas si Monsieur Pili souhaite intervenir. Oui, j'ai une question pour Madame que je remercie. Et je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. À mes yeux, je vois les pays occidentaux qui ont du mal à maintenir leur présence dans la région.
Je pense notamment à la question de la Chine. Tel que l'a dit Mme Pajon tout à l'heure, nous avons des intérêts communs européens qui, hélas, ne tendent pas toujours vers la même direction. Nous avons des conflits dans lesquels nous sommes indirectement impliqués, l'Ukraine et la bande de Gaza. Nous vivons une année électorale en Europe, mais aux États-Unis aussi, alors qu'en Chine, le Parti communiste chinois est au gouvernement depuis des dizaines d'années, depuis au moins 40 ans. Et cela permet donc une stabilité politique à la Chine. Et cela lui permet donc d'envisager des programmes de longue haleine, des programmes très forts qui sont en mesure d'offrir des solutions concrètes avec une approche basée sur des piliers tels que les grands travaux, la construction de ports, etc. Ce que nous voyons donc dans la politique d'Indo-Pacifique, mais ailleurs aussi de par le monde. Et donc, je suis assez d'accord avec ce que le président Formentini a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait travailler davantage, il faudrait être plus unis au niveau des pays occidentaux pour contrecarrer, du point de vue économique, mais également du point de vue social, les poussées qui caractérisent ces pays et qui ont des directions différentes. Donc, j'en viens à ma question. Comment est-ce que vous considérez la façon de faire de la Chine et comment pourrait-on développer à court terme ou à moyen terme un travail, comment pourra se développer le travail de la Chine en ce sens dans la région? Qu'est-ce que la Chine pourra faire? Je pense par exemple à la crise de Taïwan, je pense à l'économie chinoise qui mise sur l'exportation alors que le marché intérieur semble en difficulté. Donc c'est un pays qui apparemment, de par ses exportations, met sur pied une politique, une stratégie commerciale très forte qui pèse lourdement sur nos industries et sur notre système de production. Donc, à votre avis, que fera la Chine? Onorevole Gardini. Sì, grazie. Oui, merci. Je souhaite remercier Madame Pajon et j'ai une question concernant un article que j'avais lu il y a quelques mois. C'était un article où on analysait les relations de la France avec les pays de l'Indo-Pacifique. C'était un article très intéressant, même à la lumière de ce que j'ai entendu ce matin. Alors, cet article qui avait été publié par un institut qui s'occupe de thèmes de géopolitique. Voilà, disais-je que cet article disait que la France, que nous connaissons tous et nous lui reconnaissons une posture bien différente par rapport à l'Italie, plus autonome, avec une plus grande autorité morale dans les différents pays du monde. Eh bien, ici, dans cette région, la France a quelques difficultés. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une force qui dans la région a été modifié et l'article analysait cette posture de la France équidistante entre les États-Unis et la Chine et l'a considérée presque comme une position stratégique, une position dictée par une nécessité. Voilà, à la lumière de cette analyse, je pense et j'espère que le moment est venu vraiment de, comment dire, d'arriver vraiment à une plus grande unité entre les différents pays européens. Il faut vraiment qu'il y ait moins de nationalisme en ce sens, parce que face à des colosses tels que les États-Unis et la Chine, ou bien nous faisons face ensemble, ou bien on n'arrivera à rien. Même, par exemple, l'accord AUKUS marque le changement qu'il y a eu. Donc, je voudrais comprendre si la France, en ce sens, arrive à dépasser cette stratégie d'équidistance pour penser peut-être de devenir plus Union européenne et collaborer davantage avec les pays de l'Union européenne. J'ai été pendant de longues années membre du Parlement de l'Union européenne et je dois dire que souvent avec les collègues français, on avait un peu de mal à trouver un terrain commun, même avec d'autres, avec les Allemands aussi, parce qu'il y avait encore, et je comprends,
mais le moment est venu de dépasser. Il y avait une grande vision nationale sur les choses. Alors peut-être que le moment est venu de faire un pas en avant. Merci, Madame Gruppioni. Oui, merci. Merci d'abord à Madame Pajon pour son exposé. Je voudrais reprendre ce qu'a dit Madame Gardini, ce que vient de dire Madame Gardini, pour ajouter un élément à sa question. En réalité, la stratégie actuelle de la France est tout à fait claire et merci de l'avoir bien expliqué, Madame Pajon. Mais je me pose une question, à savoir, la France, où pose-t-elle l'Europe dans le cadre d'une stratégie internationale et communautaire? Que pense la France par rapport au rôle de l'Europe? Où devrait se positionner l'Europe? Et je voudrais également comprendre quelle est aujourd'hui la priorité de la politique française. Quels sont les objectifs à long terme de la politique française? Et également, quelles sont les préoccupations majeures liées à ces objectifs que la France voudrait atteindre? Merci. Merci. Je passe la parole à Madame Pajon pour les réponses. Merci beaucoup pour toutes vos questions qui sont assez difficiles. Donc, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Peut-être commencer par le facteur chinois, parce que je vois que ça c'est beaucoup revenu en fait dans les questions. Je comprends tout à fait que la place du facteur chinois dans cette genèse de la stratégie Indo-Pacifique française et dans son application ne soit pas clair parce que effectivement il y a parfois des signaux politiques qui sont contradictoires, qui sont envoyés, notamment par le président de la République qui se fait fort d'assumer cette posture d'autonomie stratégique qui est une ambiguïté parfois, mais qui mène à beaucoup de confusion. Mais je crois que le fondamentaux de la politique, de l'approche française vis-à-vis de la Chine est assez clair et ne varie pas. C'est-à-dire que pour la France, on doit dialoguer avec le maximum de partenaires et on peut faire une place à la Chine tant qu'elle ne porte pas atteinte à nos intérêts et à nos valeurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez clair. Il y a vraiment une reconnaissance du fait que la Chine a un modèle politique différent et en cela les Français évidemment adhèrent tout à fait à l'approche européenne, le triptyque européen qui voit la Chine à la fois comme un partenaire sur certains sujets, notamment celui de la lutte contre le changement climatique, celui du financement au développement et le financement climatique. C'est difficile de faire sans la Chine sur ces dossiers-là. Mais aussi comme un compétiteur, et notamment sur le plan commercial. Et là, la France est vraiment aussi dans le sillage et dans le contexte européen concernant les mesures prises en termes de dérisking. Donc protection des industries stratégiques et de faire en sorte d'avoir des règles du jeu qui sont appliquées et respectées par tous. Et puis le troisième jambe du triptyque étant de voir la Chine comme un rival stratégique. Et ça c'est assez évident et c'est en fait assez prégnant dans l'approche française de l'Indo-Pacifique en fait. Quand on regarde la place du facteur chinois, ça a une place vraiment un poids assez important en fait quand on regarde les revues stratégiques de défense et de sécurité nationale, même à partir de 2017. Ces documents stratégiques reconnaissent clairement les risques de l'ascension de la Chine en termes d'ambition stratégique, de renforcement militaire et de défis à l'ordre basés sur des règles. La revue stratégique de 2022 va plus loin et considère vraiment qualifie vraiment la Chine de rival stratégique et note avec préoccupation le rapprochement entre la Chine et la Russie.
Donc ça, c'est vraiment un élément aussi très important. Et puis, le président Macron a aussi rappelé à de nombreuses reprises, notamment lors de ses déplacements dans les territoires français de l'Indo-Pacifique, les prétentions un peu prédatrice de la Chine dans la région, notamment concernant voilà, les ressources halieutiques, les ressources énergétiques en termes de minerais, mais aussi les velléités d'influence politique dans ces différents territoires. Je rappellerai aussi que la mise en place d'une base chinoise à Djibouti en 2017 a également été un choc en fait et pour la communauté stratégique française et donc a vraiment compté dans cette mise en place d'une stratégie indo-pacifique. Donc il y a ça, mais aussi le développement des routes de la soie. Et ça a permis de contribuer aussi à susciter l'intérêt d'autres de nos ministères, comme le ministère de l'économie et des finances, qui a aussi réalisé de son côté que ce serait intéressant de mettre en place une stratégie indo-pacifique parce qu'il y avait des risques clairement qui étaient associés avec cette grande stratégie chinoise des routes de la soie, qui n'est pas seulement du financement aux infrastructures, mais qui va au-delà et qui cherche à remettre en cause les normes dans différents domaines. La France, clairement, veut par contre montrer que nous avons un positionnement sans doute différent des États-Unis, parce que les États-Unis aujourd'hui définissent la Chine non seulement comme un rival systémique, mais comme une menace vitale. On va dire vraiment, c'est vraiment, ça devient vraiment une priorité vitale pour les États-Unis de garder la prédominance sur la Chine, et peut-être que voilà, ce n'est pas exactement comme ça que se positionne la France, et peut-être comme cela que devraient se positionner les Européens. Donc cette posture d'autonomie stratégique que le président Macron porte à la fois pour la France et pour l'Europe, ce n'est absolument pas une posture d'équidistance entre la Chine et les États-Unis. Je crois qu'il reconnaît clairement que nous avons une alliance de long terme avec les États-Unis. Nous avons une communauté de valeurs très, très importante. Nous partageons des principes et nous partageons des intérêts. Pour autant, aujourd'hui, dans ce contexte de rivalité avec la Chine, la France et l'Europe subissent également des pressions des États-Unis sur certains points, notamment sur les problématiques de chaînes de valeur industrielles. Donc, je crois que c'est important, en fait. Je pense que pour le président Macron, l'important, c'est que l'Union européenne et la France puissent rester un acteur et pas un objet dans l'ordre international à venir. Et pour cela, nous devons nous doter de mesures, de moyens pour réduire notre dépendance à la fois vis-à-vis de la Chine, parce qu'il y a des risques systémiques très importants, mais aussi vis-à-vis des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un allié extrêmement essentiel, mais comme on le voit, il y a aussi des problématiques de politique intérieure qui varient, et avec des velléités de retour à une politique plus unilatérale et plus autocentrée des États-Unis, qui définit les intérêts américains de manière plus limitée.
plus stricte et qui a tendance à imposer un peu ses intérêts à ses partenaires et alliés via des approches transactionnelles. Donc voilà, ce sont les éléments que je pourrais apporter sur ces problématiques. Par rapport à la Chine, la question de que fera la Chine, donc ça c'est vraiment c'est absolument pas évident. Donc ça fait partie des questions clés que nous débattons au sein des centres de recherche, avec des points d'interrogation effectivement concernant la situation économique aujourd'hui complexe en Chine, et puis cette tendance démographique qui va voir le vieillissement du pays. Donc il y a notamment des fondamentaux économiques, démographiques qui peuvent mettre le pays en difficulté et qui pourraient donner lieu à un durcissement de la posture internationale du pays, et notamment vis-à-vis de Taïwan. Donc on pourrait éventuellement voir davantage de mouvements agressifs vis-à-vis de Taïwan. Mais il y a encore beaucoup de discussions pour savoir à quel horizon est-ce que la Chine pourrait passer à l'acte vis-à-vis de Taïwan, que ce soit en termes de conflits ouverts ou plus modestement, on va dire, d'avancées en termes de guerre hybride, c'est-à-dire d'influence, d'attaques cyber, etc. Tout ce qu'on voit déjà être mis à l'œuvre. Peut-être sur la question de la coordination européenne. Je crois que effectivement il y a une dynamique très positive, puisqu'on voit une grande partie des pays européens se positionner. Je pense que ça reste encore très compliqué d'être aligné derrière une même voie, une même ligne, parce qu'il faut reconnaître les intérêts différents, les intérêts hétérogènes de chaque pays. Mais je crois que ce qui pourrait être important, c'est effectivement de prioriser à la fois certaines zones géographiques dans l'Indo-Pacifique et certaines thématiques, certains principes clés sur lesquels la majorité des Européens pourraient se rassembler et pourraient travailler ensemble de manière plus spécifique et plus efficace. Donc je crois que nous avons une stratégie Indo-Pacifique européenne aujourd'hui qui est assez globale, qui est beaucoup basée sur les questions d'échanges commerciaux, d'aide au développement avec le projet Global Gateway. Donc je crois que la majorité des pays européens se retrouvent dans cette stratégie, et par la suite je crois qu'il pourrait être intéressant d'organiser des groupes, en fait, des core groupes, des groupes de pays qui seraient spécifiquement intéressés et qui auraient les moyens de travailler sur certains sujets en particulier, certaines zones en particulier, parce qu'il y aurait des intérêts spécifiques. Donc ça permettrait d'opérationnaliser peut-être une approche européenne dans la région, mais en ce qui concerne déjà les déploiements navals qui sont d'importance parce que ils sont très visibles et ça permet d'envoyer de faire un signalement stratégique très fort, le fait de pouvoir coordonner des déploiements, d'organiser des patrouilles communes, des escales communes dans la région enverrait déjà un signal assez fort en ce qui concerne la coordination européenne, je crois. J'avais également une question sur l'aide au développement. Ebbene, per quanto riguarda i dati, siamo al 25% della cifra globale degli aiuti allo sviluppo stanziati dalla Francia.
dédié à la zone Indo-Pacifique dans son intégralité. Ce serait 2,95 milliards d'euros, avec une participation majeure pour l'Inde. Ensuite, le Bangladesh, le Kenya, qui serait particulièrement ciblé par cette aide au développement et avec une priorité donnée aux problématiques de développement durable, notamment donc protection de la biodiversité, lutte contre le changement climatique et infrastructure. Grazie davvero, dottor. Merci infiniment, madame. Merci beaucoup. Merci vraiment de votre patience. Et je déclare close l'audition. Merci encore. Merci à vous.